Alors, après avoir analysé avec nos invités la signification de la notion d'innovation sociale, après avoir évalué sa réalité et sa déclinaison dans les territoires, nous allons essayer de savoir si toutes ces innovations peuvent contribuer à transformer la société. Alors, pour aborder ce thème presque sociétal, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Agé Lomo, maître de conférence en sciences humaines à l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg, et Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, Agé Lomo, vous êtes le maître d'œuvre d'une étude sur laquelle on a beaucoup échangé, visant à rendre visibles les personnes en situation de handicap dans plusieurs quartiers populaires de l'Eurométropole de Strasbourg. Comment est né ce projet et quel est son objectif ? Avant tout, bonjour. Le projet dont je vais parler, c'est un projet qui vient en fait du comité régional d'entente Grand Est sur le handicap. C'est un comité qui se réunit à la fois de manière informelle et aussi de manière très très suivie, qui s'est rendu compte avec l'ARS dans le cadre de la mise en place d'un... L'Agence régionale de santé. Agence régionale de santé, Oui. De la mise en place d'un observatoire régional du handicap, qui avait peut-être ce qu'on pourrait appeler des trous dans la raquette. Donc il y avait des personnes qui étaient complètement invisibilisées. Et donc c'est pour ça ici, je pense qu'une des premières places, la première question de l'innovation sociale, c'est peut-être aussi de traiter la question de l'urgence sociale. Et donc cette urgence sociale-là, portait donc sur des personnes qui habitaient un quartier de politique de la ville, un quartier prioritaire, un quartier qui est à cheval entre deux villes à Strasbourg, dans l'Eurométropole Strasbourg, la ville de Bischheim et la ville de Schiltigheim. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas du tout, et là je vais rejoindre ma collègue de plateau, la question de l'accès au droit. Et donc ici, il s'agirait de mesurer à la fois la question de l'accès théorique au droit et l'accès réel au droit, voir justement pourquoi ces personnes étaient invisibles. D'accord, très bien. Alors justement, très concrètement et peut-être très rapidement, quelle a été votre méthode d'investigation quelle est votre méthode d'investigation justement pour essayer de rendre visibles toutes ces personnes invisibles dans ces deux quartiers, les quartiers auxquels vous faites allusion? Alors, on a d'abord, déjà ici j'ai entendu sur le plateau, déjà évoqué la question du diagnostic partagé. C'est-à-dire que le diagnostic partagé, la question de mettre ensemble l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'une problématique qui est une problématique assez importante. Et donc d'abord, il y a d'abord cet élément, là, du diagnostic partagé, d'autant plus qu'on est dans une cité qui s'appelle la Cité des écrivains, qui est un peu à la fois très très ouverte sur le monde, en même temps très enfermée, parce que dans l'espace dans lequel on est, il y a beaucoup de services qui sont offerts aux populations. Et donc c'est exactement, je précise quand même un élément pour qu'on comprenne, c'est 1200 logements, environ 4000 personnes qui vivent dans cet espace clos. Donc il a fallu à la fois faire du diagnostic partagé, proposer aujourd'hui une méthodologie qui est la méthodologie du porte-à-porte pour aller voir les habitants au plus près des immeubles. Ensuite aussi évoquer alors des entretiens, des récits de vie avec les populations. Et puis appliquer une méthode, parce que j'ai entendu Catherine à un moment en parler, la méthode de recherche-action en santé communautaire, qui est celle avec un triptyque, qui est d'abord sensibiliser les personnes, les populations, ensuite les mobiliser, mobiliser ensemble des partenaires, et puis ensuite aussi impliquer les personnes, impliquer aussi les familles qui vivent dans les quartiers afin de favoriser l'accès au droit. Parce qu'on a constaté avec les villes de Schiltigheim et de Bischheim que plusieurs personnes, par exemple, ne savaient pas qu'il existait un service d'action sociale. Alors, et puis aussi, il faut rajouter un dernier point qui évoque aussi peut-être la question de l'accès au droit, c'est que dans ce quartier précis, on va trouver, j'évoquais la question des inégalités sociales, donc des gens qui sont très très pauvres, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, parfois la moyenne c'est 9 000 euros par an, et puis aussi il y a une très forte proportion, je ne vais pas dire d'illettrisme, mais une partie de la population, quand même 80% des personnes n'ont pas le niveau du bac, et donc aussi il y a la question ici de la méconnaissance des droits, qui est de l'accès aux documents administratifs. Non, la vraie méconnaissance aussi du circuit de ce qu'on pourrait appeler le handicapé idéal, c'est-à-dire qui connaît ses droits, qui sait par exemple où passer pour arriver à accéder aux droits. Et puis le dernier point qui me semble important aussi, après on en parle aussi aujourd'hui un peu beaucoup, c'est la question, c'est un quartier quand même où on va retrouver presque 25%, 26% de population étrangère, donc souvent des primo-arrivants. D'accord, très bien. Alors justement, cette étude est en cours, n'est pas encore achevée, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelques résultats ou quelques déjà observations en fait qui émergent et sur lesquelles qui peut alimenter une réflexion? Alors, les résultats préliminaires, parce qu'on a fait des observations de terrain, c'est d'abord la grande question, c'est la question de l'accessibilité.
l'accessibilité à la fois sociale, c'est-à-dire que l'accès aux médecins, l'accès aux services de soins, l'accès aux accompagnements, et aussi également l'accessibilité spatiale, c'est-à-dire la mobilité difficile des populations qui sont dans la cité des écrivains, parce que je rappelle juste que l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, a mené en ce moment un programme dans le quartier où 336 logements vont être détruits et relogés, donc ça pose aussi de vrais problèmes. Et justement, le fait de ce programme de rénovation urbaine, ça a permis aussi de dépister à des acteurs de terrain quelques situations de handicap, de personnes qui n'étaient pas du tout recensées. En dehors des radars. Totalement en dehors des radars, qui n'étaient pas du tout recensées, et à la fois des familles, des enfants aussi. D'accord, ok, très bien. Alors justement, si on revient à nos réflexions un petit peu plus globales, en quoi ce projet donc très innovant peut contribuer à transformer la société, selon vous? Vous êtes un peu ambitieux. Bah écoutez, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Non, alors moi je pense quand même qu'il y a quelque chose qui me semble important. C'est construire une société sans barrières. Ça, c'est, à mon sens, la chose la plus importante. Une société dans laquelle, alors, on évoque beaucoup la question de l'inclusion, mais c'est pas beaucoup mon cheval de bataille, mais c'est plutôt une société qui soit la plus accueillante possible, qui permet de construire ce qu'on appelle un environnement capacitant, où l'ensemble des éléments de la chaîne, c'est-à-dire que dès que je sors de ma maison et que je vais dans l'espace social global, que je puisse accéder. Et puis aussi, je pense que le but aussi de ce travail-là, c'est de permettre une meilleure acceptabilité du handicap, c'est-à-dire que les situations de handicap, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la question de l'autoreprésentation que les personnes handicapées ont d'elles-mêmes, oui, et aussi le regard social qui est parfois un peu brutal, dur, fait de stigmates et de préjugés. Donc ça aussi, si on arrive à déconstruire ça et construire une société un peu plus ouverte et inclusive, on aura déjà fait un petit chemin. C'est déjà un bon début. D'accord. Oui. Très bien, très bien. Alors, je me tourne maintenant vers Magali Lafourcade. D'abord, je voudrais que vous puissiez réagir sur ce beau projet et nous dire ce que vous pensez de ce qui vient de nous être présenté. Alors, je dois dire vraiment bravo, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, bien sûr, sur un plan concret, c'est absolument une méthodologie et une approche qui me plaît beaucoup. On parle d'accès au droit, on parle aussi de participation plus collective à la société. Donc, ce sont des choses qui, bien sûr, résonnent pour nous à la CNCDH. Mais au-delà de ça, je crois que vous venez de montrer, rien que dans votre exposé, à quel point les droits sont indépendants, interdépendants, indivisibles. Quand on a mal logé, quand on a un handicap cognitif, quand on a moins accès aux possibilités qu'offre la société. Et comme le but, c'est de faire tomber les barrières pour avoir cet accès de tous aux mêmes droits et de laisser personne au bord de la route, je trouve que ces initiatives sont tout à fait excellentes, tant sur le plan concret, mobilisable, etc., mais ça renvoie à la doctrine autour des droits de l'homme et donc à cette conception d'approche de droits qui sont interdépendants. Et aussi, vous avez mis le doigt sur l'intersectionnalité, le fait que quand on cumule des difficultés du type handicap physique, handicap psychique, etc., avec des difficultés sociales, avec un éloignement des services, etc., on peut vite se trouver dans une trappe à non-accès aux droits. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter. Et donc, vraiment, je trouve cette initiative remarquable. D'accord. Alors, je reste au-delà de cette initiative. Selon vous, est-ce que toutes les innovations qu'on a évoquées et qu'on n'a pas évoquées, mais les innovations au sens large, est-ce que ça peut faire avancer les droits fondamentaux ? Alors oui, ça peut les faire avancer, d'autant plus que sur le terrain du handicap, si je reste sur ce domaine-là, ce que je peux vous dire, c'est que la CNCDH a obtenu un mandat le 3 décembre dernier. Donc le Premier ministre nous a mandaté pour travailler sur la déconstruction des préjugés. Donc ça fait vraiment un écho à ce que vous disiez. Et donc nous devons après vérifier l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap, mais en passant d'abord par les représentations et la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. Donc toute innovation de cette nature-là, qui permet de désinvisibiliser des problématiques qui sont sous le radar, nous permet, nous, de, après, capitaliser sur ces innovations pour en fait en faire des préconisations de politique publique, voire même, plus tard, les faire entrer dans le terrain législatif ou le terrain réglementaire. Donc on voit que ça contribue vraiment à initier des choses au plus près des besoins qui sont constatés et que derrière,
travers des institutions comme la mienne et comme bien d'autres, la CNCDH n'a pas le monopole du cœur, nous pouvons ensuite drainer des recommandations d'action vraiment politiques avec un P majuscule et de pousser les responsables politiques à les mettre en œuvre avec les voies normatives et jurisprudentielles. Donc c'est vraiment une façon de changer la société. Vous avez évoqué la question justement de l'accès aux droits ou du fait de faire avancer, de rendre plus effectifs les droits fondamentaux. Est-ce que ces innovations, ça peut aller jusqu'à l'émergence de nouveaux droits ? Alors ça, c'est toujours un sujet compliqué. Alors je répondrai oui et non. Oui, parce que les droits fondamentaux sont rédigés toujours de manière très concise. Si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Déclaration universelle, c'est très court. Parce qu'en fait, les textes sont très concis parce que le but de ceux qui les ont imaginés, donc les révolutionnaires, voulaient en fait bâtir les principes d'une société nouvelle en laissant aux évolutions de la société le choix de pouvoir donner la chair. Donc la norme en fait se construit avec ceux qui font. Le droit est moins ce que les juristes en disent que ce que les gens en font. Donc c'est les acteurs qui font les normes. Et donc du coup, quand on aborde les choses en prenant en compte toutes les innovations, donc en dehors du champ social, par exemple le numérique, tout à l'heure on entendait parler de l'utilité des réseaux sociaux, etc. On les inclut dans la façon dont on aborde les droits. Et donc ça contribue à donner une autre épaisseur au droit pour l'adapter à la vie quotidienne. Donc oui, d'une certaine manière. Et puis aussi, je crois que tout ce champ de la solidarité, les enjeux majeurs qui sont devant nous, que la crise du Covid a aussi révélé, on a besoin de droits de solidarité qui sont dans le corpus des droits de l'homme, mais pas tout à fait avec la même juridicité, si on veut utiliser un terme technique, que d'autres droits plus concrets, enfin plus usuels. Et donc, je crois qu'on est obligé d'avoir une lecture plus collective des droits fondamentaux, puisque on est tous dans le même bateau avec une crise environnementale majeure et avec des besoins de refaire société dans une période où la démocratie est très attaquée. Et là, c'est le caractère extrêmement innovant de la société civile, ce tissu associatif vraiment formidable qu'on a la chance d'avoir en France, permet d'avoir ces capteurs-là et de faire de l'intelligence collective et donc de transformer en fait notre lecture des droits d'un point de vue plus juridique sur un plan collectif qui s'adapte aux nouveaux enjeux à venir et dans lesquels nous baignons déjà. Et qui fait bouger la société. Et ça fait bien sûr bouger la société, d'où l'ambition. On peut être ambitieux. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors je vois qu'il y a une question internaute qui nous est posée, donc je vais vous faire réagir comme nos précédents invités. Alors, comment innover en tenant compte des aspirations des personnes accompagnées ? Alors je vais peut-être demander à Magali de réagir sur cette question, sachant que on l'a vu, chaque fois les innovations tiennent compte, en tout cas partent des besoins des personnes accompagnées. Mais est-ce que quand on met en œuvre l'innovation, comment faire en sorte de tenir compte de ces aspirations ? Alors vraiment, bravo pour cette question, parce que ça me permet de vous dire qu'il existe un cadre conceptuel développé par la branche droits de l'homme des Nations Unies, le pilier droits de l'homme, que la CNCDH essaie de promouvoir. Bien sûr, c'est l'approche fondée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire que cette approche vise à partir des personnes qui sont concernées, pas de politique publique pour ces personnes-là, sans elles. Donc il faut, dès le départ, les consulter. Donc il y a une méthode à mettre en place et surtout une volonté de veiller à chaque étape que ça répond bien aux besoins et que finalement ça donne de la chair au droit qui est attendu et auquel elles aspirent. Et il faut aussi pouvoir leur permettre d'évaluer la réalité concrète. Peut-être un exemple en matière de logement, on sait qu'il ne suffit pas pour répondre au droit au logement de faire le DALO, ou il ne suffit pas de créer des places d'urgence. Il faut aussi vérifier que les personnes qui sont considérées comme logées n'ont pas des habitats insalubres, que ça leur permet de scolariser les enfants, etc. Donc les innovations doivent absolument se fonder sur les personnes, et c'est pour ça que nous on plaide pour que les politiques publiques travaillent plus en silo, mais travaillent sur cette idée d'entrer par les droits plutôt que par les ministères en quelque sorte. Et je crois que la société civile porte ça en elle, et que donc c'est un interlocuteur absolument privilégié pour les pouvoirs publics afin de pouvoir
pouvoir prendre en compte cette approche fondée sur les droits de l'homme et partir des personnes et à chacune des étapes qui est nécessaire au façonnage de la politique publique. D'accord, très bien. Agélomo, est-ce que vous souhaitiez réagir et apporter une petite J'ai réflexion? apprécié ce que vous avez dit, d'autant plus que je pense que dans les outils des droits de l'homme, il y a quelque chose, je pense qu'on n'utilise pas suffisamment assez en France notamment, c'est le fameux agenda 22, autorité locale et handicap, qui permet d'avoir ce canevas-là que les autorités peuvent suivre et ensuite avoir un guideline pour pouvoir mettre en place des politiques publiques dans lesquelles on va systématiquement inclure les personnes en situation de handicap ou encore les personnes qui sont accompagnées dans le cadre du projet. Et c'est pour ça que la méthode qu'on essaie d'appliquer nous, c'est la fameuse méthode en fait en rhizome. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans la racine unique, on va essayer de tisser tout un faisceau de liens qui vont permettre d'acteurs, non pas seulement d'acteurs, mais de liens, c'est-à-dire comment finalement on tisse le social. Tisser le social, c'est de voir l'ensemble des réseaux de sociabilité dans lesquels les personnes sont incluses pour pouvoir faire ensuite remonter les politiques publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une perspective du haut vers le bas, mais également du bas vers le haut et avec des synergies qui peuvent arriver. Et je reviens juste un instant parce que ce qu'elle a soulevé, vous avez soulevé avant, la question des représentations sociales, elle est essentielle, notamment pour comprendre finalement comment les gens se situent par rapport aux différentes questions qui leur sont posées. Parce qu'on a parfois ici, effectivement ici, le cadre juridique qui est très très normatif, qui permet de construire des catégories, alors que ces catégories-là parfois ne rentrent pas en résonance avec la vie intime, la vie personnelle, la vie familiale des gens qui sont confrontés aux situations de vulnérabilité ou de précarité. D'accord, très bien. On va prendre une autre question. On le sait, certaines innovations associatives influencent parfois la loi. Alors on l'a vu, moi j'ai en tête la loi zéro chômeur longue durée, qui est directement liée à une innovation associative, enfin une initiative associative. Comment faire en sorte que le législateur soit encore plus attentif aux innovations associatives ? Magali, est-ce que vous souhaitez réagir ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai plein d'exemples comme ça. C'est pas que le législateur en fait qui a à prendre en compte, mais on aime la loi en France, donc c'est une bonne porte d'entrée. Donc, l'exemple du testing, par exemple, c'était au début des années 2000. C'était SOS Racisme. Je suis magistrate, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ça en premier, mais la jurisprudence a pris acte de cette façon d'apporter de la preuve. C'était une innovation. Il y a, comme vous disiez, ATD Quart Monde était à l'origine de ces territoires zéro chômeur. C'est une magnifique innovation et donc ça passe par une expérimentation, etc. Donc pour répondre à la question de comment inviter le législateur à s'ouvrir en fait à ces champs-là, moi je crois que le rôle des institutions indépendantes qui travaillent dans le champ des droits, donc que ce soit le défenseur des droits, la CNCDH, la CNIL et d'autres, c'est notre rôle de donner de l'institutionnalisation autour de ces projets-là. Et donc, par exemple, ATD, pour ne parler que d'eux, avait été à l'initiative de cette idée d'avoir un 23e critère sur la précarité sociale, la vulnérabilité financière, et la CNCDH a travaillé sur ce sujet avec eux, donc ils le portaient depuis longtemps, c'était mûr dans la société civile. La CNCDH a retravaillé ce sujet-là. Nous avons aussi mobilisé autour de nous des experts des Nations Unies, puisque nous avons un lien avec les Nations Unies, nous sommes accrédités, et donc ça a donné un poids particulier. Et on a pu après avoir un agenda politique pour faire entrer ce sujet. Donc c'est bien sûr ATD à la base, mais derrière il y a le rôle d'autres acteurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être en synergie, comme vous le disiez, entre plusieurs acteurs pour faire émerger des belles solutions. Très bien. AG, est-ce que vous souhaitiez réagir à Non, tout ce qui a été dit ? Non, mais je vais rajouter quelque chose sur cette question. J'ai un bel exemple en tête, c'est la fameuse loi santé, l'avant d'une la santé, où par exemple il y a de bels acteurs. Je pense ici à monsieur Jean Jacob, qui est l'association en didactique, qui a porté justement un projet qui partait du bas pour inscrire finalement dans la loi la question particulière de la continuité et de l'accessibilité des soins pour les personnes en situation de handicap. Et donc ici, moi je pense que le maître mot, en dehors de ce que vous avez dit, c'est la question de la concertation. C'est-à-dire que la vraie concertation et de travailler véritablement de main à main avec les acteurs de terrain. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces réflexions très riches. Alors pour continuer justement à alimenter ces réflexions, je vous propose de découvrir un reportage sur une très belle innovation menée dans les Hauts-de-France par l'association Solia. Nous échangerons ensuite à distance avec celle qui est à l'origine de cette initiative, que je vois, qui ne me voit pas mais qui m'entend peut-être.
fait plusieurs années en fait, qu'on réfléchit à mettre en place un système de mobilité inversée, c'est-à-dire mettre en place un outil qui nous permette d'aller au-devant des publics pour mieux les accompagner et donc pour mieux faire connaître aussi tous les dispositifs existants qui leur permettent d'améliorer l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Ça permet justement aux personnes âgées de connaître un peu ce qui se fait pour l'amélioration de leur confort à la maison. J'ai découvert des petites choses, j'en connaissais quelques-unes, mais bon, j'ai découvert autre chose, et puis bon, c'est toujours très intéressant. Doshi, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors moi je ne vous entends pas. Bonjour, oui je vous entends Voilà, très bien. voilà, là je vous entends très bien. Alors vous êtes donc responsable du pôle développement et innovation au sein de Solia Hauts-de-France et porteuse de ce projet dont on vient de voir le reportage de showroom mobile qui vise l'insertion par le logement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet très concrètement? Concrètement, c'est un projet qui est né, de différents constats qu'on a pu, qui sont partagés par tous. On est face à une population aujourd'hui vieillissante. On sait que la majorité des Français souhaitent vieillir chez eux, rester à domicile. Et face à ça, en fait, on a très peu aujourd'hui de logements qui sont adaptés pour les personnes de plus de 65 ans. Donc, on a des enjeux très forts sur l'adaptation des logements et on a une population de jeunes retraités ou de personnes âgées qui sont mal informées, voire un peu dans le déni face à ces différentes questions. Et donc, du coup, au regard de ces différents constats, on a souhaité en fait, donc c'est pas que moi, Isabelle, c'est tout le mouvement Solia, en tout cas dans les Hauts-de-France, souhaiter travailler sur un projet qui nous permette de travailler différemment en allant au devant de nos populations pour les sensibiliser, les informer des différents droits auxquels elles peuvent prétendre et aussi et surtout donc les sensibiliser sur la nécessité d'adapter leur logement pour bien vieillir à son domicile. Ces constats ont été partagés par nos différents partenaires, sans qui évidemment ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc nos partenaires aussi bien publics que privés, sans qui on n'aurait pas pu lancer ce projet auquel on pense. C'est un projet sur lequel on avait envie de s'investir depuis très longtemps, mais quand on est sur de telles innovations, il faut se donner les moyens et les moyens humains et financiers nécessaires. Et c'est grâce à leur engagement qu'on a pu se lancer dans ce projet. Alors, vous évoquez dans votre reportage le concept de mobilité inversée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, cette mobilité inversée? On parle de mobilité inversée dans le sens où on n'est pas dans un guichet, en tout cas à travers ce projet de Troc, on n'est pas dans un guichet où on attend que les personnes expriment leurs besoins et viennent vers nous. C'est nous qui allons vers elles, on va au-devant des publics, au-devant des populations. Donc on va, comme vous avez pu le voir dans le reportage, sur des marchés, sur des places publiques, à la sortie de manifestations qui regroupent différentes personnes âgées, justement pour les informer, les sensibiliser et leur donner envie d'anticiper sur toutes ces questions d'adaptation. D'accord, très bien. Alors une dernière question. C'est la question classique que je vais poser à tous les intervenants de cette table ronde. En quoi cette initiative contribue-t-elle à changer la société ? Cette initiative peut contribuer, peut contribuer à changer un petit peu la société, à changer le regard sur l'adaptation notamment, changer le regard qu'on peut avoir sur la question d'adaptation. On a des personnes encore aujourd'hui qui pensent qu'adapter son logement, c'est presque ramener l'hôpital à la maison, alors que pas du tout. Les fournisseurs, on peut faire des très belles douches à l'italienne, on peut adapter son logement, mettre les équipements de cuisine à la bonne hauteur, par exemple, sécuriser la salle de bain, sécuriser différents espaces de vie, tout en gardant une maison
très, très chouette et comme on l'aime. Donc c'est changer ce regard par rapport à ça. C'est favoriser aussi l'accès au droit. On parlait tout à l'heure de permettre l'accès au droit pour tous. C'est vrai que les personnes âgées aujourd'hui sont face à des questions de fracture numérique, il y a des services de proximité qui se raréfient aussi. Et donc du coup, leur faire connaître tous les droits auxquels ils peuvent prétendre, c'est important aussi. Et aussi, c'est sécuriser l'habitat, c'est prévenir des chutes à domicile. Il faut savoir que les personnes âgées sont particulièrement victimes des chutes à domicile. Et donc, voilà, essayer de faire en sorte que les personnes qui viennent visiter le TRUC puissent anticiper sur la réalisation de travaux, à un âge peut-être où on a encore l'énergie justement pour pouvoir faire les travaux et mobiliser tous les partenaires, les ressources. D'ailleurs, on a beaucoup d'aidants familiaux qui sont, ou d'aidants familiaux et professionnels d'ailleurs, qui viennent aussi visiter notre showroom justement pour voir ce qu'il est possible de faire, avec quels moyens. Et voilà, et quand on a été soi-même aidant, je pense qu'on est beaucoup plus sensible aussi à ces questions-là, parce qu'on a été face à diverses problématiques. D'accord, très bien. Isabelle Dauchy, je vous remercie beaucoup. Et alors, je vais passer à une ultime question internaute. Alors, peut-être qu'on ne les aura pas toutes prises, mais en tout cas, on va prendre celle-là. Donc, je vais faire réagir évidemment mes invités sur cette question. De nombreux projets innovants sont issus de collaborations impliquant des acteurs très divers. On l'a vu avec le projet présenté par Isabelle Dauchy. Ces coopérations parfois inédites autour d'une innovation commune sont-elles en réalité les vrais ressorts du changement de société? Alors je ne sais pas qui veut réagir en premier. Allez, AG. Monsieur Jambon a des questions... Bon, alors... Non, parce qu'en même temps, on peut faire un travail sur la psychologie sociale. Parce que je pense que, pour reprendre la question véritablement, c'est qu'en France, je pense qu'on a suffisamment un arsenal législatif et normatif qui est intéressant. Alors maintenant, le problème là-dedans, pour revenir à la question de la coopération, vous allez voir, c'est la question de comment on le met en application réellement. Et là, je prends un exemple d'une loi qui est très simple. C'est la loi de 2005 sur le handicap, qui précise que la personne doit avoir accès aux soins. Mais le seul problème là-dedans, c'est que lorsque la personne est en institution, l'accès aux soins est plus facile, parce qu'elle est encadrée. Lorsque la personne est maintenant souvent en famille, l'accès aux soins est parfois un peu plus compliqué. Et le problème là-dedans, c'est que comment fait-on pour mettre ensemble à la fois le médico-social et le milieu sanitaire? Bien sûr. Parce que ces deux milieux-là, chacun a sa culture. Bien sûr. Et donc, souvent, l'innovation, et là je vais prendre un exemple très simple, c'est de pouvoir travailler simplement, et ça c'est des coopérations, justement une coopération inédite qui a été faite, qu'on a faite dans le Haut-Rhin, c'est de mettre ensemble le médico-social et le sanitaire pour pouvoir inculturer les deux publics. C'est-à-dire que l'éducateur spécialisé, l'assistant social, va apprendre la culture du médecin et de l'infirmier pour faire en sorte qu'on puisse favoriser une accessibilité aux soins et une continuité des soins. Bien sûr. Et donc là, par exemple, c'est un exemple ici de ces éléments-là où on peut créer quelque chose qui n'est pas tout à fait, pour moi, pas très neuf, parce qu'on va travailler sur un type triptyque qui est le patient, l'aidant et le réseau, et c'est de mettre ça en forme ensemble. Ça et crée la une loi dynamique. le permet. Et la loi le permet. Le problème, c'est qu'il faut appliquer la loi. D'accord, très bien. Magali Lafourcade. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je suis bien sûr d'accord. Je pense que pour changer la société, après, il faut sortir l'innovation de ce petit groupement, ce triptyque-là, pour pouvoir en faire quelque chose de plus large. Je vais juste donner un exemple, moi aussi. Le FALC, le facile à lire et à comprendre. Bien sûr, vous facilitez la compréhension de documents parfois difficiles, ardus, etc., auprès de publics qui ont des difficultés cognitives, mais aussi auprès d'enfants qui ont plus de mal à décoder le sens des mots et les difficultés sémantiques, mais aussi auprès des gens qui maîtrisent mal la langue parce qu'ils sont migrants. Donc vous arrivez en fait à faire société autour d'un texte commun. Ça peut être donc une propagande électorale pour pouvoir aller voter ou un texte de droit. Je pense à la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. Elle existe en facile à lire et à comprendre. Et là, vous faites de l'inclusion, tout le monde est réuni. Et c'est pareil quand vous regardez
regardez l'espace public, quand vous vous promenez sur des larges trottoirs où il n'y a pas de voitures qui sont garées n'importe où, que vous soyez une maman ou un papa avec votre poussette, ou que vous soyez une personne âgée qui a du mal à marcher, ou un petit enfant qui débute dans la marche, ou une personne qui est handicapée moteur, eh bien, tout le monde peut accéder à l'espace public. Et là, on se retrouve sur un pied d'égalité les uns avec les autres. Et moi, c'est ça que j'aime dans l'idée que l'innovation devient un changement de société. C'est quand on arrive, en fait, à faire tomber les barrières pour qu'on soit tous avec les mêmes droits et la même capacité à interagir avec les autres et à participer à la vie publique. Conception universelle. Voilà, exactement. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie pour ces dernières réflexions sur lesquelles nous allons désormais méditer. Je voudrais également remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS et des URIOPS Hauts-de-France et Grand Est pour leur aide et leur soutien. J'espère que cette première émission de Solidarité TV vous aura plu et je vous donne rendez-vous le 11 mars prochain pour évoquer avec vous le thème de la citoyenneté et de la participation, une émission que nous organiserons en collaboration avec l'URIOPS Auvergne-Rhône-Alpes et l'URIOPS Bourgogne-Franche-Comté. Merci encore à vous pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.